Canada, intitulé Cannabis à des fins médicales. Le webinaire aujourd'hui sera présenté par Vidam de Santé Cannabis. Mon nom à moi est Jennifer Laliberté. Je suis la directrice pour le Québec chez Cancer de l'ovaire Canada et je vais animer cette présentation aujourd'hui. Donc, avant de débuter, merci de vous assurer que les écouteurs de votre ordinateur sont allumés et que le volume est assez fort. J'espère que tout le monde nous entend bien. La conférence comme telle va durer entre 30 et 40 minutes et sera suivie par une période de questions. Notez que votre connexion sera mise en sourdine durant la présentation afin qu'on puisse bien l'entendre sans trop de bruit de fond, mais vous pouvez soumettre vos questions tout au long de la présentation en les tapant dans la boîte de dialogue et vous trouverez le bouton là, en bas de votre écran. Il y a un petit bouton pour la boîte de dialogue et vous pouvez l'utiliser pour noter vos questions ou s'il y a quoi que ce soit. N'oubliez pas que la conférencière ne peut répondre à aucune question personnelle d'ordre médical. Et si vous avez des problèmes techniques au cours de la présentation, vous pouvez également l'indiquer dans la boîte de dialogue. Et si c'est un message technique, assurez-vous de le faire parvenir à l'animatrice uniquement et non à tous. Il y a un menu déroulant là, quand vous êtes dans la section, dans la boîte de dialogue, et vous pouvez choisir à qui le message est envoyé. Donc, voilà pour le côté technique. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre conférencière. Vidam est gestionnaire de programmes en recherche clinique à Santé Cannabis à Montréal. Elle a reçu une formation en recherche auprès d'experts en gériatrie, en obésité, des maladies chroniques et le diabète à la clinique Mayo au Minnesota. En tant qu'infirmière, elle a travaillé à la salle d'accouchement à l'hôpital général juif à Montréal et en cardiologie et en médecine interne à l'hôpital Montfort à Ottawa. Plus récemment, elle a travaillé en tant qu'infirmière de recherche pour des essais cliniques en oncologie au sein du laboratoire de nutrition et de performance de l'Université McGill. Santé Cannabis est la première clinique spécialisée dans le cannabis à des fins médicales au Québec, avec des emplacements à Montréal, à Pointe-Claire, à Québec et à Sherbrooke. Jusqu'ici, plus de 5000 patients ont été évalués depuis 2014 après une demande de consultation venant de 2000 médecins à travers le Québec. Santé Cannabis œuvre pour faciliter l'accès à des sources sûres et légales de cannabis et de cannabinoïdes et d'aider les patients admissibles à comprendre le règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. Santé Cannabis est aussi une institution accréditée de recherche clinique et offre ses services aux entreprises pharmaceutiques, de biotechnologie et de cannabis, axées sur la recherche et le développement de produits de cannabis et de cannabinoïdes, dont les 3 premiers essais cliniques approuvés par Santé Canada auprès de patients avec un cancer, ainsi que les patients souffrant de douleurs chroniques. Alors voilà, on est en très bonne main et sur ce, je vais passer le micro à Madame Dam. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu à ce webinaire aujourd'hui. Alors, on va débuter tout de suite parce que j'ai beaucoup de matériel quand même, puis je vais vraiment pouvoir passer à travers. Merci pour l'introduction, Jennifer. Alors, je ne passerai pas plus de temps sur mes tâches, mais en général, à notre clinique, puis dans notre centre de recherche, je gère le personnel des soins infirmiers. Et aussi les médecins. Alors, les objectifs pour aujourd'hui, on va parler un petit peu du cannabis à des fins médicales, des produits qui sont disponibles, les méthodes d'administration. On va parler un petit peu du lien entre le cannabis comme un traitement et le cancer. Je vais introduire et parler un petit peu de c'est quoi au juste le centre de santé cannabis, comment fonctionne notre clinique et aussi notre centre de recherche. On va regarder un petit peu les protocoles, donner un exemple si on a le temps, puis parler bien sûr de la légalisation, puis son impact sur le cannabis à des fins médicales. Alors, quelques déclarations avant de continuer. Vous m'entendez bien, tout le monde? Juste me faire signe. Moi, je vous entends très bien. D'accord.
Oui. D'accord, merci. Alors, quelques déclarations. À Santé Cannabis, on reçoit quand même des bourses de recherche et d'éducation venant des producteurs autorisés du cannabis médical. Et on est aussi sous contrat avec Tetra Biopharma, c'est une compagnie pharmaceutique pour les essais cliniques qui se déroulent ici sur nos lieux. Alors, le cannabis thérapeutique ou bien les cannabis à des fins médicales, c'est avant d'embarquer là-dedans, juste un petit intro. Alors, dans notre corps, on est doté d'un système qui s'appelle le système d'endocannabinoïdes. C'est un système de régulation. Alors, ça joue un rôle dans le développement de notre système nerveux, la fonction du système immunitaire et cardiovasculaire, l'inflammation, la douleur, la mémoire. Ça joue beaucoup sur nos cycles de sommeil et la régulation du stress aussi et l'état émotionnel. Alors, au milieu, vous voyez le corps avec des petits points bleus et verts. Alors, ça, c'est des récepteurs qui s'appellent des récepteurs CB1 et CB2. Ça, c'est des récepteurs qui reçoivent qui peuvent recevoir les messages du cannabis ou des molécules qui proviennent du cannabis. Alors, vous voyez ici, il y a deux types, puis il y en a qui sont plus concentrés au niveau du cerveau, puis d'autres qui sont plus concentrés au niveau des organes. Alors, on entend beaucoup parler de différents types de plantes ou de différentes souches de cannabis. Récemment, avec l'ouverture des magasins de la SQDC, s'il y en a d'entre vous qui sont allés dans ces magasins-là, les souches de cannabis ou les types de traitements de cannabis sont classifiés selon des noms spécifiques. Alors, on voit ici le nom Sativa et Indica. Dans les magasins, on va voir Sativa, Indica ou hybride. Alors, un mélange des deux types de souches du plant du cannabis. Ces noms-là sont vraiment utilisés pour un peu plus au niveau du marketing. Alors, c'est sûr qu'il y a des plantes qui sont nommées sativa parce qu'il importe un certain degré de soulagement d'un certain type de symptômes. Il y a des plantes qui s'appellent indica parce qu'ils apportent un certain degré de soulagement de d'autres symptômes. Mais vraiment, ces noms-là, c'est relié à la morphologie de la plante. Alors, sativa, c'est plus des plantes avec des feuilles qui sont minces et d'une couleur qui est plus léger, tandis que les plantes de indica sont des plantes qui ont des feuilles qui sont plus épais et qui ont une couleur plus foncée. Ici, c'est mauve, mais c'est une couleur vert vraiment foncée. Puis les hybrides, c'est des plantes où les compagnies ont eux-mêmes fabriqué des hybrides des deux types de plantes. Alors, souvent, pour les plantes de sativa, alors, c'est des plantes qui sont plus connues comme étant, comme donnant des effets stimulants, tandis que les plantes de indica sont des plantes qui donnent plus un effet sédatif. Mais je vais rentrer dans ça un peu plus tantôt. Quelques définitions avant qu'on rentre un peu plus dans l'effet thérapeutique de la plante du cannabis. Alors, quand je parle de cannabinoïdes, ça, c'est vraiment les molécules qui communiquent avec les récepteurs de cannabis dans le corps. Alors, les récepteurs qu'on a vus avant de CB1 et CB2 dans notre corps. Les endocannabinoïdes, c'est les cannabinoïdes, alors ces molécules qui sont produites par notre corps même. Alors, notre corps est capable de produire lui-même du cannabis, en fait. Alors, des molécules de cannabis. Et puis ensuite, on parle aussi de phytocannabinoïdes. Alors, phytocannabinoïdes, c'est les cannabinoïdes qui proviennent de la plante. Alors, les plantes que je viens d'introduire, les plantes de sativa et les plantes d'indica.
Alors souvent, dans le marché, souvent pour les traitements, on parle des phytocannabinoïdes. Alors, le cannabis qu'on peut acheter qui proviennent des plantes. Il existe aussi les cannabinoïdes synthétiques. Alors ça, c'est un produit synthétique produit par une compagnie pharmaceutique qui imite un molécule de cannabis. Je vais parler des produits qui sont disponibles en ce moment, qui sont synthétiques, puis qui sont disponibles en pharmacie tantôt. Alors, pour les phytocannabinoïdes, alors les cannabinoïdes, les molécules qui proviennent des plantes et puis qui peuvent nous donner un effet thérapeutique. Alors, souvent, on peut entendre parler de THC puis de CBD ces temps-ci. Le THC, c'est une molécule qui est psychotropique, alors que ça peut passer et être reçu par les récepteurs qui sont dans notre cerveau. Ça peut amener un effet psychotropique. Alors, c'est souvent l'effet qu'on connaît bien, qui est associé avec le cannabis, quand les gens parlent de l'effet d'être gelé ou l'effet d'être high ou l'effet euphorique. Ça, c'est souvent importé par la molécule du THC. Mais du côté thérapeutique, le THC peut aussi nous amener un effet analgésique. Ça peut souvent être utilisé pour contrer les nausées puis les vomissements. C'est utilisé beaucoup comme contrôle symptomatique pour les gens qui souffrent de spasmes. C'est un anti-inflammatoire. C'est souvent utilisé dans les unités d'oncologie pour être un stimulant pour l'appétit. Puis aussi comme anxiolytique, alors pour diminuer l'anxiété et ça aide beaucoup avec les problèmes d'insomnie. De l'autre côté, on a le CBD. Alors le CBD, c'est une autre molécule qui maintenant fait beaucoup les manchettes parce que c'est une molécule qui donne des effets thérapeutiques, mais ces effets sont non intoxicants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré que le CBD peut passer au cerveau, ça n'a pas un effet intoxicant comme le THC. Ça ne va pas apporter l'effet d'être euphorique. Ça ne va pas nous donner une incapacité au niveau des facultés, au niveau du cerveau. C'est souvent utilisé aussi chez les enfants sur les soins pédiatriques parce que c'est aussi un anti-épileptique. Alors, ça aide beaucoup. C'est souvent, si le médecin accepte, bien, c'est souvent prescrit comme un traitement contre l'épilepsie. C'est aussi un anti-inflammatoire, un analgésique pas aussi puissant que le THC, mais ça a des effets analgésiques aussi. Beaucoup utilisé contre l'anxiété, pour la réduction de la spasticité et aussi comme antipsychotique. Alors, à part des molécules, les cannabinoïdes qu'on vient tout juste de voir, le THC et le CBD, on peut aussi retrouver un molécule, un composant qui s'appelle les terpènes. Alors, les terpènes, c'est une composante provenant de la plante et c'est une composante qui apporte qui apporte des effets thérapeutiques, mais jusqu'à date, ils ne sont pas très bien étudiés. Ils sont étudiés un petit peu au niveau avec les animaux, dans des études précliniques, mais au niveau des humains, on ne sait pas exactement c'est quoi l'effet thérapeutique qu'apportent les terpènes. Mais c'est des composants qu'on retrouve dans la plante et maintenant, souvent, avec les compagnies, les producteurs du cannabis, ils vont classifier leurs produits selon les terpènes aussi. Alors, on voit ici quelques exemples. On voit l'alpha-pinène. Alors, souvent, les terpènes sont associés à une odeur aussi. Alors, c'est pour ça qu'on voit les images de fleurs ou de plantes ou d'agrumes. Alors, ça va aussi apporter aux produits de cannabis cette odeur aussi. Alors, si vous avez une plante avec de l'alpha-pinène là-dedans, vous allez aussi avoir l'odeur des pins.
si on descend un petit peu à votre droite, vous avez la limonène. Ça apporte un odeur d'agrumes au produit du cannabis. Puis ça, si c'est un produit que vous allez fumer, bien, ça va aussi donner au fumé une espèce d'odeur d'agrumes. En bas de la page, vous pouvez voir qu'il y a des effets thérapeutiques qui peuvent être associés à ces terpènes, mais encore jusqu'à date, chez les humains, on n'a pas vraiment de preuves concrètes que oui, c'est bien ces effets thérapeutiques qu'apportent ces terpènes. Mais la recherche maintenant se dirige vers la classification et l'étude des effets des terpènes. Alors, dans la plante du cannabis, on retrouve les terpènes, les cannabinoïdes, THC, CBD. On retrouve beaucoup d'autres molécules comme des flavonoïdes. On retrouve tout un mélange de composantes qui travaillent ensemble pour donner l'effet thérapeutique. Alors, quand vous allez avoir un produit de cannabis, c'est pas rien que le THC, c'est pas rien que le CBD qui apporte l'effet désiré, c'est la combinaison de toutes les composantes de la plante qui apporte l'effet thérapeutique. Alors, la difficulté, c'est entre deux produits différents qui peuvent avoir le même taux de THC ou de CBD à cause du fait que les deux produits peuvent avoir d'autres composantes qui sont différentes l'un de l'autre. Deux produits qui ont l'air semblables sur l'étagère peuvent apporter des effets complètement différents quand vous allez le consommer. Alors, pour le cannabis, les contre-indications qui sont souvent soulevées, puis ça, c'est plus au niveau médical, plus au niveau des patients, c'est qu'on va souvent limiter de prescrire du cannabis pour des jeunes qui ont moins de 25 ans. À cause de l'effet psychotropique, puis aussi à cause de l'effet sur le développement du cerveau que peuvent apporter le THC. Dans des cas exceptionnels, on va pouvoir prescrire du cannabis chez des gens qui ont moins de 25 ans. Mais c'est souvent pour limiter des mauvaises habitudes ou limiter des effets qui sont à risque pour le patient. Alors, des patients qui ont des habitudes de consommation de drogue, s'ils ont moins de 25 ans, on va peut-être essayer avec le cannabis de réduire la consommation des autres drogues en leur donnant quelque chose qui est beaucoup moins qui va produire beaucoup moins d'effets négatifs à ce patient-là. C'est sûr que les patients qui ont de l'épilepsie, alors des jeunes enfants, ils vont aussi pouvoir avoir une prescription de cannabis. Et aussi pour les enfants qui sont en soins palliatifs, avec qui sont en fin de stage de leur cancer. Alors, eux autres aussi, ils vont pouvoir avoir une prescription de cannabis. D'autres contre-indications, des personnes qui sont à risque ou qui ont une historique de dépendance de toutes sortes de substances, pas rien que le cannabis, mais qui ont un historique de substances nocives comme l'alcool ou d'autres drogues. Les personnes qui ont des antécédents de schizophrénie ou de psychose. C'est souvent contre-indiqué. Les gens avec des troubles d'attention, les troubles de bipolarisme, les troubles d'obsession compulsif. Les personnes qui sont atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires mais non contrôlées. Alors, les gens qui sont pas contrôlés avec la médication ou d'autres thérapies, c'est souvent pas recommandé de prendre du cannabis. Les personnes qui ont des problèmes au niveau des reins ou au niveau de la foie aussi, c'est souvent contre-indiqué à cause que le cannabis est métabolisé, soit dans les reins ou dans la foie, dépendamment de la personne, puis dépendamment de d'où se retrouvent leurs récepteurs pour le cannabis. Les personnes qui se présentent avec une allergie ou une hypersensibilité au cannabis. Les femmes enceintes qui prévoient le devenir
ou les femmes qui allaitent, parce que le cannabis, ça passe à travers la placenta. Ça passe aussi à travers le lait maternel. Alors, ça affecte beaucoup le développement du fœtus, ça affecte beaucoup le développement de l'enfant par la suite au niveau cognitif. Puis aussi, il faut considérer, pour nous, surtout comme professionnels de la santé, on doit considérer aussi le risque de récidive pour les gens qui sont ex-fumeurs. Alors, si on va prescrire quelque chose pour un ex-fumeur, souvent, on va peut-être essayer de prescrire quelque chose qui n'est pas sous forme d'inhalation. Alors, les effets secondaires qu'on peut retrouver qui peuvent amener le cannabis, souvent les effets secondaires sont associés seulement aux molécules de THC. Mais vous allez voir aussi dans l'affiche ici qu'il y a des symptômes que peuvent amener le CBD. Alors, les symptômes les plus communs sont la sédation, la somnolence, la sécheresse dans la bouche, la fatigue surtout, et l'euphorie. Ensuite, on voit aussi occasionnellement des symptômes comme l'hypertension, des céphalées, des étourdissements, des nausées. Et plus rarement, on va voir un effet sur l'état mental, alors de l'anxiété, la dépression, la déficience cognitive. Au niveau cardiaque, on peut avoir des gens qui sont tachycardiques alors qu'ils vont avoir une pression plus élevée. Et très, 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 très rarement, on peut avoir, si la personne a une dose qui est trop haute de THC, ils peuvent aussi entraîner de la psychose. Mais les effets secondaires, c'est vraiment individuel à la personne. Ça dépend vraiment des doses que la personne va prendre, le taux de THC ou de CBD que la personne va prendre et aussi du nombre de récepteurs que possède la personne. Alors, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de récepteurs, ça se peut qu'ils ont juste besoin de très petites doses. Tandis que d'autres personnes, s'ils n'ont pas assez de récepteurs, c'est une indication que le cannabis, ça ne va pas être un produit pour eux. Souvent, ces effets secondaires-là, on va plus les voir chez les personnes qui sont naïfs au cannabis, qu'on dit. Alors, les personnes qui n'ont pas une habitude usuelle de consommation de cannabis ou ils l'ont peut-être essayé dans le passé, mais ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas utilisé le cannabis. Alors, on va voir ces effets secondaires plus souvent chez des gens dont le cannabis, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Et puis ensuite, on va les voir souvent chez les gens qui abusent du taux de THC. Alors, les gens qui prennent des taux vraiment très élevés de THC souvent, on va retrouver chez les gens qui consomment au niveau récréatif. Alors, les gens qui n'ont pas de prescription pour le cannabis et qui consomment, qui achètent ça dans la rue ou maintenant qui peuvent acheter ça à la SQDC. Alors, quelques mythes OK, ça marche. Alors, quelques mythes que vous pouvez avoir peut-être avec le cannabis. Alors, le premier, c'est le cannabis est sans danger durant la grossesse ou pour les femmes qui allaitent. Alors, comme j'avais mentionné, ce n'est pas le cas. Le cannabis, les cannabinoïdes peuvent traverser le placenta et le lait maternel. Puis les études maintenant démontrent que ça a un effet vraiment sur le développement du cerveau de l'enfant et du fœtus. Les enfants dont la mère allaitait et consommait du cannabis ou qu'elle consommait du cannabis pendant sa grossesse se retrouvent à avoir des problèmes de développement cognitif vraiment significatifs. Des troubles à l'école, des troubles d'apprentissage. Et aussi, on peut voir aussi dans les tests en laboratoire qu'ils ont aussi une taille plus petite du cerveau. Le deuxième mythe, je peux conduire si j'ai pris du cannabis. Alors, ça c'est vraiment, ça dépend vraiment du taux de cannabis que a consommé la personne et la quantité du cannabis
qu'à consommer la personne. Mais si vous avez pris du cannabis, ça va se retrouver dans votre sang. Ça peut être détecté dans le sang, ça peut être détecté dans l'urine, dans la salive. Et ça peut aussi entraîner une diminution des capacités ou des facultés de conduite. Alors, en ce moment, les policiers ils ont le droit de tester, de demander que vous passiez une test d'urine, excuse-moi, une test de salive pour détecter si vous avez récemment consommé du cannabis. Et aussi, ils ont le droit maintenant de pouvoir vous demander de passer certains tests au niveau facultatif. Alors, un petit peu comme on voit avec l'alcool, des tests de mouvement, des tests de vocabulaire, des tests verbal pour voir si vous avez bien les facultés affaiblies. Le cannabis ne crée pas de dépendance, alors ça c'est aussi faux. Le cannabis, c'est un produit qui peut apporter une dépendance. C'est un produit qui est psychotropique, c'est un produit qui peut être addictif. Alors, les personnes qui, même au niveau thérapeutique, si vous en prenez pour des symptômes thérapeutiques, rendus à un certain niveau, le cannabis peut créer une dépendance, puis vous pouvez être accroché et avoir besoin d'augmenter, donc continuer d'augmenter vos doses puis continuer d'en prendre du cannabis. Avec on voit des patients comme ça dans la clinique et on doit travailler avec eux pour procéder à un sevrage de le traitement de cannabis. Alors, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, mais ça arrive quand même. Je vais vous montrer dans une autre fiche bientôt une comparaison entre le taux de dépendance du cannabis avec d'autres substances. Quatrième mythe, vous ne pouvez pas faire une surdose de cannabis. Alors, ça c'est faux. Vous ne pouvez pas faire une surdose fatale du cannabis. Alors, même avec des grosses quantités de cannabis consommées, ça va pas engendrer la mort, mais ça peut engendrer des effets secondaires très, très, très négatifs, des effets secondaires qui sont bouleversants pour la personne. Par exemple, ça peut entraîner des psychoses qui peuvent durer au-dessus de 72 heures. Alors, ça peut entraîner quand même des effets très graves si la personne consomme trop de cannabis. Mais jusqu'à date, il n'y a pas d'études puis il n'y a pas de cas qui démontrent que le cannabis en surdose peut entraîner la mort. Finalement, le cannabis est plus sain que d'autres drogues parce qu'il est naturel. Alors, ça, c'est faux aussi. On a plusieurs drogues qui sont naturelles, qui peuvent entraîner beaucoup d'effets négatifs, puis d'effets négatifs sur la santé. Tous les médicaments en ce moment qui sont sur le marché, les opiacés, les benzodiazépines, les médicaments qui sont disponibles en pharmacie, à l'origine, ils se proviennent tous d'une plante aussi. Alors, l'idée que le cannabis est plus sain parce qu'il provient d'une plante est faux. On voit déjà beaucoup d'autres produits qui proviennent aussi du milieu agriculturel qui sont très négatifs, qui portent beaucoup d'effets négatifs aussi. Excuse-moi. Alors ici, c'est le tableau que je voulais montrer sur la dépendance. Alors, si vous pouvez voir que le tabac entraîne beaucoup de dépendance, beaucoup plus de dépendance que le fumier de cannabis. La caféine, c'est à peu près l'équivalent au niveau de son degré de dépendance que le cannabis. Alors, le cannabis, oui, ça peut engendrer de la dépendance, mais si c'est une personne qui prend une responsabilité puis consomme ça avec des taux pas élevés puis qui comprennent bien leur dosage puis leur fréquence, ça n'entraînera pas un niveau de dépendance qui est si grave.
Alors, ici, j'ai juste marqué un petit peu, à cause que je voulais pas prendre trop de temps, mais les producteurs autorisés pour la vente du cannabis maintenant sont tous des producteurs qui sont licenciés par Santé Canada. Alors, ils doivent passer à travers des tests de laboratoire, ils doivent limiter l'utilisation de pesticides, d'herbicides puis de produits carcinogènes dans leurs produits. Alors, si vous connaissez peut-être quelques-uns de ces noms, surtout si vous avez des actions en ce moment, ça fait beaucoup les manchettes. Et puis, c'est les mêmes producteurs qui vont fournir le cannabis à la SQDC. Alors, au Canada, il y a 119 producteurs licenciés ou autorisés en ce moment. Et la SQDC, il a un contrat en ce moment avec 6 de ses producteurs. Alors, c'est les mêmes produits au niveau quand vous allez faire votre commande en ligne pour le cannabis thérapeutique que vous pouvez pouvoir acheter à la SQDC. Ça, je vais peut-être sauter rapidement. Ça, c'est plus pour les coûts du cannabis. Alors, chez les producteurs, vous allez trouver le cannabis séché, ça va être en vente pour environ 2 aux 17 et 50 par gramme. Mais à la SQDC, vous allez trouver que le prix est fixe à 6 à 8 par gramme. L'huile de cannabis, c'est environ 50 à 250 la bouteille. Puis à la SQDC, c'est fixe à 40 ou 82 le cannabis qui est disponible en capsule, c'est environ 50 à 200 la bouteille par les producteurs, mais à SQDC, c'est fixe à 44 et 90 Alors, vous pouvez constater déjà que c'est beaucoup plus abordable quand vous allez acheter à la SQDC. Et cela affecte un petit peu notre clientèle au niveau médical parce que le produit qui est en vente maintenant avec les producteurs, c'est quand même beaucoup plus dispendieux. Côté des assurances, alors le cannabis n'est pas couvert par les assurances. Il y a certains assureurs qui vont offrir une couverture, mais c'est très sélectif. Alors la SAQ, la CNST, les affaires des vétérans, ça va vraiment dépendre du cas du patient pour s'ils vont accepter de couvrir les coûts du cannabis puis de l'équipement pour la consommation du cannabis. La RAMQ aussi, ils vont le faire, mais seulement pour certains produits qui sont synthétiques ou qui sont seulement disponibles en pharmacie. Alors, les deux produits que vous allez trouver de cannabis qui sont disponibles en pharmacie maintenant, c'est le Sesamette ou l'autre nom, on le connaît aussi sous le nom de Nabilon. C'est des pilules de THC synthétique. C'est approuvé pour les nausées et les vomissements, mais votre médecin peut aussi le prescrire pour d'autres symptômes tels que l'insomnie ou la douleur. Et la RAMQ va couvrir certains formats de ces pilules-là. L'autre produit, c'est le Sativex. Alors, le Sativex, c'est un spray buccal que vous pouvez consommer pour la douleur. Et c'est un produit qui est composé d'un mélange de THC et de CBD. Et c'est un produit naturel. Ce n'est pas un synthétique, c'est un produit naturel. Ça existe depuis une dizaine d'années. C'est un produit qui vient directement de la plante, puis c'est le seul autre produit qui est disponible en pharmacie. Elle coûte très, très, très cher. Et ici au Québec, la RAMQ va seulement couvrir le coût de ce produit-là pour des cas vraiment, vraiment très, très, très spécifiques, tels que des patients qui sont en fin de vie ou peut-être pour certains patients pédiatriques. Mais oui, c'est un produit, une petite bouteille qui va durer peut-être une semaine. Ça va coûter 6 à 700 puis ça, je vais sauter peut-être, mais en ce moment, il y a d'autres compagnies privées d'assurance qui vont maintenant offrir des remboursements pour un produit de cannabis thérapeutique, mais c'est associé vraiment à certains symptômes seulement ou certains diagnostics seulement, et ça va vraiment dépendre de la compagnie.
De l'employeur, je veux dire. Ça va vraiment dépendre de l'employeur. Si votre employeur a choisi d'ajouter le cannabis sur le régime d'assurance collectif au travail. Alors, les méthodes d'administration, vite, vite. Alors, on peut ingérer le cannabis sous forme d'huile. On peut aussi le transformer puis le cuisiner avec. C'est disponible en forme de spray, c'est disponible en forme de résine. Et l'ingestion, on va le recommander surtout pour soulager les symptômes qui sont très chroniques, tels que la douleur, par exemple, quelque chose qui est plus chronique. L'autre façon de consommer, c'est l'inhalation. Alors, l'inhalation, ça se fait souvent soit par fumée en forme de joint, ou bien chez nous, on recommande plus l'utilisation de la vapoteuse ou de la du vaporisateur. Alors, c'est un petit machin où vous pouvez mettre du cannabis séché. Ça va chauffer le cannabis à une température qui est beaucoup moins que la température d'une cigarette. Ça va créer une vapeur aérosolée que vous allez ensuite pouvoir inhaler dans les poumons. Et puis, on va souvent recommander l'inhalation plus pour soulager les symptômes aigus. Alors, si vous avez beaucoup de douleur en tout temps, c'est une douleur qui est constante, on va recommander que vous allez prendre une huile de cannabis. Mais si vous avez des crises de douleur, des attaques de douleur, des pics de douleur élevés dans la journée, à ce moment-là, on va recommander d'utiliser la vapoteuse à ces moments-là. La différence entre fumer du cannabis puis vaporiser du cannabis. Alors, vous voyez qu'avec le fumier, la température est beaucoup plus élevée. Avec cette température qui est plus élevée dans le fumier, vous allez avoir aussi les molécules de cannabis qui vont être détruites. Alors, quand vous fumez, vous perdez environ 50% des molécules thérapeutiques qui sont dans votre produit. Avec le fumier, on va aussi avoir des sous-produits toxiques qui sont produits. Et souvent, ça peut causer des irritations aux voies respiratoires. Alors, pourquoi on recommande plus de vaporiser? C'est parce que la température est beaucoup moindre. À cause que la température est beaucoup moindre, alors les cannabinoïdes sont pas détruites. On perd environ seulement moins de 5% des cannabinoïdes. Et les sous-produits sont non toxiques parce que vous n'avez pas de combustion, pas de création de fumée. Souvent, les patients nous rapportent aussi qu'avec avec la vaporisation, ils vont aussi, ils perçoivent qu'il y a moins d'odeur du cannabis que quand ils fument le cannabis. En ce moment, les études ne démontrent pas définitivement une corrélation entre le fumier du cannabis et le cancer des poumons. Il y en a certains qui ont trouvé la corrélation, mais il y en a d'autres qui démontrent que non, il n'y a pas de corrélation. Alors, en ce moment, on ne peut pas dire que fumer du cannabis va entraîner un plus grand risque de cancer. D'autres voies d'administration, c'est disponible aussi en capsule. Alors, c'est la même chose que l'huile que vous trouvez en bouteille, mais c'est encapsulé. Les suppositoires sont pas disponibles, mais vous pouvez en fabriquer vous-même après avoir acheté l'huile. La même chose pour les produits topiques. Il n'y a pas de produits topiques légal maintenant sur le marché, mais avec l'huile de cannabis, vous pouvez le mélanger avec une lotion pour pouvoir l'utiliser sous forme topique. Alors, comment choisir le produit? Comme je vous ai dit, si c'est un produit pour quelque chose un symptôme qui est plus aigu, comme des crises de panique ou des pics de douleur, alors on va recommander plus l'inhalation parce que ça va fonctionner, le soulagement va apparaître après 5 à 15 minutes. Et puis, la durée du soulagement des symptômes, ça va durer environ 2 à 4 heures. Si c'est c'est un symptôme qui est plus chronique ou qui dure, que vous avez besoin de contrôler
durant toute la journée ou à des périodes plus régulières pendant la journée, on va recommander de l'huile de cannabis en voie orale. Et puis, ça prend plus longtemps pour sentir l'efficacité, mais la durée est plus longue. Ça peut durer de 4 à 8 heures. On a des patients où le soulagement peut durer jusqu'à 12 heures de soulagement. Alors ici, c'est juste pour démontrer que quand vous allez consommer le cannabis, très rapidement, vous allez pouvoir détecter dans le sang, même après 5 minutes, après 10 minutes, un niveau de THC ou de CBD. Mais après 10 minutes, on va trouver vraiment un montant très, très, très minime de THC et CBD dans le sang. Mais ça peut rester quand même dans le système jusqu'à 3 heures. Il y a des gens où on avait testé puis on avait trouvé du cannabis dans le système après 7 jours. Ça, c'est plus rare, mais c'est plus pour démontrer que le cannabis passe très, très rapidement dans le système, puis ça dissipe très rapidement aussi. Alors, le cannabis et le cancer, je vois l'heure filer, alors je vais essayer de passer plus rapidement. Alors, nous, ici, à notre clinique puis dans notre centre de recherche, on a publié quelques articles sur l'efficacité du cannabis avec nos patients pour l'appétit, pour l'appétit et le poids, l'effet sur l'appétit et le poids, l'effet aussi sur la douleur cancéreuse. Alors, dans ces données-là, on a trouvé que souvent, les patients se présentent surtout avec de la douleur, mais aussi comme symptômes secondaires avec de l'anxiété et de la dépression ou bien de l'insomnie ou des nausées. Alors ça, c'est nos patients qui souffrent de cancer. La plupart des patients ont consommé le cancer sous forme orale, alors sous forme d'huile de cannabis, que vous voyez ici dans la barre verte. Et c'est ça, l'huile de cannabis. Et puis, la plupart des patients, 50% des patients ont seulement consommé le CBD. Alors, le CBD ici, dans ce cas-là, ça a été prescrit vraiment pour le symptôme de la douleur. On a fait quelques tests symptomatiques. Le ISAS-R, c'est un questionnaire sur les symptômes que le patient peut répondre puis dire si leurs symptômes si le symptôme est soulagé. Alors, on a vu dans ce test-là que la plupart des patients qui ont le cancer, qui ont consommé le cannabis, on a vu une diminution significative au niveau de l'anxiété, la dépression et de la douleur. Le temps file, alors je vais juste parler du traitement du cannabis pour le cancer, puis ensuite on peut passer aux questions. Alors, les études en ce moment pour le traitement du cannabis le traitement du cancer avec le cannabis sont surtout des études précliniques, alors surtout au niveau des animaux, des souris, ou bien avec des cellules d'humains, mais dans un laboratoire. Il n'y a pas maintenant, jusqu'à date, il n'y a pas d'études sur les humains, des études propres cliniques chez les humains pour le traitement du cancer avec le cannabis. Mais ce que les études démontrent en ce moment, c'est que oui, les cellules cancéreuses peuvent être inhibées, peuvent être détruites par une certaine dose de cannabis. Ils peuvent avoir une diminution de la taille des tumeurs aussi chez les animaux qui ont consommé du cannabis. Et on peut voir aussi que le cannabis peut envahir les cellules tumorales, mais le mécanisme d'action maintenant n'est pas très clair. Alors, il manque beaucoup encore des études avec les humains pour être conclusif, si bien, oui, le cannabis peut détruire les cellules cancéreuses. Sauf que même avec le manque d'études, on peut voir que la FDA, alors aux États-Unis, le cannabis a été approuvé pour le traitement curatif
des gliome puis des glioblastomas multiformes. Alors, les tumeurs cérébrales. Alors, ça, c'est des tumeurs très agressives au niveau du cerveau. Alors, ça a été approuvé aux États-Unis pour un traitement de ces tumeurs avec du cannabis. Au Canada, on n'a pas d'autorisation encore pour utiliser le cannabis comme traitement pour le cancer. On l'utilise maintenant seulement pour le traitement des symptômes, alors l'insomnie, l'appétit, les nausées, les vomissements, l'anxiété et la dépression. L'interaction avec dans le cancer, alors il y a peu d'interaction avec les médicaments que vous pouvez prendre avec le cannabis. La seule interaction qui a été démontrée jusqu'à date, c'est si vous avez un traitement d'immunothérapie, le cannabis peut en fait diminuer l'efficacité de votre traitement d'immunothérapie. Mais jusqu'à date, pas avec les autres traitements ou les autres médicaments que vous avez. Je pense que on me fait signe qu'on devrait passer peut-être aux questions. Oui, d'accord. Merci, Madame Dame. Merci beaucoup pour cette présentation. Que d'informations importantes et intéressantes. Merci infiniment. On va maintenant, en effet, passer aux questions. Je vais vous inviter à les taper dans la boîte de dialogue et on va se faire un plaisir de vous répondre. Ben, Madame Dame va vous répondre. Moi, je suis peut-être un peu moins capable de le faire, mais elle sûrement. En attendant que vous ayez la chance d'indiquer quelles questions vous avez, je vais en profiter pour vous informer que vous allez recevoir un lien vers une évaluation du webinaire. On vous remercie de le compléter, de nous le retourner. Ça nous permet d'aider à la planification de webinaires futurs. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, donc vous aurez la possibilité de le revoir. Alors, c'est déjà bien si vous voulez revisiter les informations qui ont été présentées. Et est-ce que la présentation aussi va être disponible à tout le monde? Ben, la présentation va être disponible avec le webinaire comme tel, donc les diapositives et le webinaire ensemble. Oui, exactement. Bon, alors, je vais m'arrêter là parce que je vois qu'on a déjà une question, donc je vais la relire. Je vois beaucoup de femmes atteintes du cancer de l'ovaire sur Instagram qui font usage du CBD. Je n'ai aucun symptôme ou effet suite au traitement, mais si j'avais à me procurer du CBD pour, inhiber l'inflammation et ou calmer mes épisodes d'anxiété, j'envisageais peut-être le CBD oil, l'huile de CBD, mais si j'ai bien compris, il n'existe pas, je dois le fabriquer, c'est ça? Non, alors l'huile de cannabis, soit l'huile de THC ou l'huile de CBD, c'est disponible. Vous pouvez l'acheter à la SQDC ou avec une prescription de votre médecin, vous pouvez le commander directement des producteurs licenciés. Les seuls produits qui sont disponibles maintenant sur le marché légal, c'est les huiles de cannabis, le cannabis séché que vous allez pouvoir fumer ou inhaler, ou bien les capsules d'huile. Alors, le CBD, il est disponible si vous pensez peut-être consommer juste du CBD à 100%. Oui, ça, c'est disponible. Magnifique. Et est-ce que la dépendance s'applique elle aussi au CBD? Oui, alors le CBD, alors comment le CBD est manufacturé ou comment les souches de CBD sont poussées, il y a toujours un petit élément de THC qui est là-dedans. Ils sont incapables maintenant, avec les plantes, de retirer à 100% tout le THC qui est là-dedans. Alors, vous allez trouver quand même un très petit pourcentage, 1,1% par exemple, de THC qui sont là-dedans. Puis, c'est certaines personnes, ça se retrouve que si c'est métabolisé un peu plus dans le foie, il y a des gens qui transforment le CBD, certains composants du CBD en THC. Alors oui, il y a quand même un risque que vous pouvez avoir une dépendance. C'est un risque très minime, mais il y a un risque quand même. Super. Une autre question. Peut-on acheter des formes topiques aux États-Unis? Dois-je en demander à mon oncologue ou médecin traitant? Aux États-Unis, oui, ben les formes topiques sont souvent plus disponibles au niveau des dispensaires. Alors, les dispensaires ici au Canada, ils sont illégaux.
Il y en a qui existent encore, puis oui, vous pouvez les acheter sous forme topique ou bien les commander. Nous, on recommande plus si vous voulez rester vraiment dans la voie légale, puis avoir des produits qui sont bien inspectés par Santé Canada, que vous pouvez utiliser l'huile directement comme forme topique. Le cannabis, ça fonctionne mieux si ça passe à travers une matière qui est plus gras. Alors, sous forme d'huile, ça va fonctionner très bien sur forme topique. Vous n'avez même pas vraiment besoin de le mélanger à une crème ou de le fabriquer vous-même. C'est plus ça que les professionnels de santé vont recommander. Je pense que vous avez peut-être répondu à la question, mais on demande aussi si le CBD est disponible en mode topique seulement, donc pas besoin de l'ingérer ou d'inhaler. Je pense que vous avez répondu, hein? Exactement, oui. Oui, parfait. Vous utilisez l'huile directement comme sur votre peau. Parfait. Peut-on envisager de prendre du CBD à vie à faible dose pour améliorer des symptômes de douleurs chroniques? Oui, souvent, les patients qui rentrent ici vont avoir tout un fardeau de médicaments contre la douleur. Avec l'introduction du cannabis, ils vont graduellement réduire l'utilisation d'autres médicaments et ils vont seulement rester avec le cannabis. Si c'est juste avec le CBD, oui, on a des patients qui vont probablement devoir l'utiliser jusqu'à à vie, mais oui, ça va être à très faible dose. La chose à comprendre, c'est que le cannabis thérapeutique, pour soulager les symptômes thérapeutiques, c'est une dose beaucoup moins forte que ce que les gens prennent au niveau récréatif. Pour avoir un soulagement des symptômes, c'est des doses qui sont quand même pas très élevées. Une question un peu technique. Pour une prescription, dois-je demander plutôt à mon oncologue ou mon médecin de famille? Ça peut être l'un ou l'autre. Tous les médecins au Québec ont le droit de prescrire le cannabis. Souvent, ils hésitent de le prescrire, c'est plus parce qu'il manque dans la formation des médecins ou ils connaissent vraiment pas le produit. Alors, à ce moment-là, ils peuvent soit le prescrire eux-mêmes ou bien écrire une demande de consultation à notre clinique à Santé Cannabis. Puis un de nos médecins peuvent vous prendre en charge aussi. OK, super. Est-ce que ça prend une prescription d'un médecin pour venir à la clinique ou non? Ça prend une demande de consultation. OK. Alors, je pense que c'est dans une des fiches qui suivent, mais ça prend une demande de consultation. Il y a une feuille sur notre site web qui est disponible, puis votre médecin a juste à la remplir puis nous l'envoyer après. Ah, super. Ben, c'est très bien. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon, peut-être juste aller vite jusqu'à la fiche à la fin. oui, allez-y. Juste pour notre numéro de contact. Comme ça, si vous voulez parler à une infirmière ou vous dirigez, vous savez pas trop comment avoir la prescription, vous savez pas trop comment approcher votre médecin ou aborder le sujet à votre médecin, vous pouvez bien sûr appeler notre numéro, nous écrire ou bien aller sur notre site web. Super. Alors, une autre question qui vient de rentrer. Comment on détermine le nombre de récepteurs pour le cannabis? Alors il n'y a pas vraiment un moyen de détecter le nombre de récepteurs. Ce qu'on fait, nous autres, c'est on commence toujours avec un traitement qui est sous-thérapeutique, on commence avec des doses très, très petites et on augmente très graduellement pour savoir c'est quoi votre niveau de tolérance ou c'est quoi votre niveau, ou on va peut-être juste vous aider à développer cette tolérance-là et à limiter les effets secondaires. Puis comme ça, on va pouvoir savoir comment vous doser après. Mais il n'y a pas vraiment moyen de savoir si vous avez plus que quelqu'un d'autre. Magnifique. Merci. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais compléter en vous avisant de surveiller les infolettres et la page Facebook de Cancer de l'ovaire Canada. Le prochain webinaire aura lieu en janvier, donc restez à l'affût pour ces informations. Je vous invite également à poursuivre le dialogue entre vous, si vous le voulez, sur Off Dialogue, notre communauté en ligne pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire. Il y a plein de belles discussions. Je pense qu'on
on a aussi lancé un fil de discussion à propos du webinaire d'aujourd'hui. Donc, ça serait intéressant, si vous avez de l'expérience personnelle avec le cannabis ou des questions, d'aller rejoindre vos consoeurs sur Off Dialogue pour en discuter davantage. Madame Dame, je vous remercie infiniment pour votre temps et toute cette très, très bonne information. Et merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Bien sûr. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée.